Ça ne veut pas dire que c'est faux. Et ça veut dire qu'on n'a pas une théorie qui permet, en partant de tous les schémas et de faire les approximations qu'il faut, pour revenir à la réalité. On n'a pas ça. On n'a pas, parce qu'il faudrait une théorie unitaire, en fait, pour faire ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas des doutes sur la théorie des trous noirs? Est-ce que les trous noirs sont vraiment décrits exactement par la fameuse solution de Schwarzschild Alors là, je vais répondre. D'accord. Oui, je vais répondre parce que c'est une question que je me posais dans les années 70 et j'étais pas le seul. J'y croyais pas. Personne n'y croyait en France, personne n'y croyait à l'étranger. Il y en avait simplement quelques hurluberlus comme Penrose et d'autres qui y croyaient. Comment j'ai été convaincu? Mais c'est pas très compliqué en fait. Hein, c'est quand justement on fait de la physique. C'est tout simplement, si vous voulez, que si cet appareil est en équilibre sur cette table, c'est qu'en fait, il est pris par la force de gravitation, ou moi, tout simplement. Hein, c'est pas le cas dans une piscine, d'ailleurs. Je suis pris, d'une part, par la force de gravitation, et d'autre part, je suis soutenu par les forces de cohérence de la matière. Ces forces, on les appelle équations de compressibilité. Alors, il y a une équation pour l'eau, c'est pour ça que vous pouvez vous noyer. On passe à travers. Il y a une équation pour le sol, etc. Il y a des équations pour un tas de choses. Mais les équations, elles sont connues. Hein, et elles sont ce qu'elles sont. Je veux dire, elles peuvent résister à telle force et pas à une autre. Or, en gravitation newtonienne, vous avez un terme qui est fondamental, c'est m sur r, la masse sur le rayon. C'est-à-dire que si vous avez une masse qui est, disons, comment dirais-je, extrêmement importante et très, très petite, si vous l'augmentez, m augmente. Et vous pouvez vous en approcher de plus en plus. Donc R diminue, donc M sur R grandit. Quand M grandit, la force grandit. Quand R grandit, diminue, ça grandit aussi. Donc cette force, elle peut être infinie. Et donc, il n'y a pas d'équation d'état, il n'y a pas d'équation de compressibilité qu'on puisse imaginer qui puisse résister à l'effondrement. C'est-à-dire, si la force est infinie, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous retenir? Il n'y a pas de solution. Et ça a été la grande question. Hein, et c'est justement là moi, que j'ai été convaincu. Je me suis dit, il n'y a rien à faire. Le collapse, c'est-à-dire l'effondrement gravitationnel, est inéluctable. C'est vraiment de la physique avec les mains. Et ça, quand j'ai compris ça, j'ai changé ma casquette et j'ai compris que tous ces diagrammes dont je vous ai parlé étaient nécessaires. Hein. Donc les trous noirs, oui, sont absolument indispensables. Parce que ça s'effondrera. Je veux dire, il suffit qu'il y ait de la masse, et la masse attire la masse, et donc, voilà, ça s'effondre. Parce que les équations de compressibilité, aucune, hein, l'équation d'état des neutrons ne suffit pas, rien ne suffira, jamais. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre que le collapse, l'effondrement, est inéluctable. Ça s'effondre. Ben oui, là à moins que tu aies des arguments. Oui, je pense, oui. On va poser les questions, oui. Moi, j'ai une petite question à propos des objets qui tournent dans l'espace à 4 dimensions. Si j'ai bien compris, si les deux objets tournent à la même vitesse, on peut parler de 4 dimensions. Bon, vous avez tout à l'heure dit il y a 2 objets. Il y en a un qui tourne plus vite que l'autre. Et ça génère quelque chose. Est-ce que dans ces conditions, on est encore en 4 dimensions? Alors, je ne pense pas avoir fait la relation entre 4 dimensions d'une part et puis 2 corps qui tournent autour de l'autre d'autre part. Non, c'est une question additionnelle. Alors, je vais reformuler, je ne comprends pas votre question. Toi, tu l'as comprise? Non, mais je pense qu'il faut prendre d'un point de vue newtonien, tout simplement. Les vitesses sont déterminées. Oui. Les vitesses sont déterminées, si vous voulez, par les trajectoires. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est tout. Moi, j'ai dit qu'il y a accélération. Oui, non, mais il faut parler de trajectoire, ni d'accélération, ni de vitesse, c'est pas la peine. C'est un objet qui, à un moment donné, il bouge plus vite qu'un autre. Ma question, est-ce que nous sommes encore en 4 dimensions? Oui, vous n'êtes pas obligé de discuter de ça à 4 dimensions. En Newton, ça marche très bien. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Vous faites ça en Newton et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de la 4e dimension pour ça. Il suffit de regarder les trajectoires des planètes et de la chute des corps.
On dirait un médecin qui fait une ordonnance. Allez, un petit newtonien. Un le matin, Oui. un soir. On en Enfin, parle plus. une autre petite question, c'était par rapport au trou noir. Une fois, je pense avoir compris qu'un trou noir, quand il passe dessus comme ça, il tombe, il ne remonte jamais. Ah oui, exact. Absolument. Absolument, ça avale tout. C'est pour ça que ça grossit. Et c'est pour ça que la masse peut devenir très importante. Absolument. Et on n'en ressort pas. On n'en ressort pas. Bonjour. J'ai eu le plaisir de lire la publication qu'il y a eu en février sur LIGO et la détection. Publication qui m'a frustré parce qu'il y a très peu de choses en fait dedans. Il y a une magnifique courbe sinusoïdale qui ressemble à votre démonstration de tout à l'heure. Et à la fin de la démonstration, on dit ces deux masses solaires, enfin ces deux corps effectivement qui tournent, on peut le supposer par la forme de la sinusoïde. Et puis on dit ça fait 35 masses solaires pour l'une et 18 pour l'autre. Et là, ça reste très frustrant parce que je me demande comment, à partir d'une courbe, sans rentrer dans le détail, on peut extrapoler ce type d'événement. Ouais, je comprends la frustration que vous exprimez. En fait, il faut bien réaliser que la courbe qu'on vous a montrée, donc je ne vais pas prendre le temps de la mettre, elle est quelque part, mais c'est quelque chose qui, alors je vais le faire dans votre sens à vous, qui au cours du temps, ça fait comme ça, puis de plus en plus serré pour finalement s'arrêter. Donc quelque chose qui s'accélère comme ça. Cette forme-là, elle est extrêmement spécifique. Deux trous noirs de masse différentes donneront une forme un petit peu différente. Et déjà, cette forme-là, il n'y a rien d'autre que des trous noirs qui peut la faire. Voilà. Et ce qu'on arrive à faire, c'est faire des calculs. Enfin, voilà. Idéalement, on aurait tout un tas de petites mains, on va appeler ça des thésards, qui font des calculs avec, il y en a un qui prend une masse solaire, plus de masse solaire, ils les font tourner autour, ils regardent la courbe que ça donne, un autre qui en prend 2 et 3, etc. Donc c'est des abacs, en quelque sorte. En fait, c'est plus par une analogie que par un calcul de démonstration. Non, c'est pas une analogie, c'est des abacs. C'est des abacs. C'est-à-dire qu'on a vraiment des courbes, on s'attend à avoir tel type de courbe, et à chaque couple de trous noirs avec des masses données correspond à un abac. Et on regarde quel abac correspond au signal qui a été observé. D'accord, un abac, c'est ce utilisaient avant les ingénieurs. C'est une courbe calculée à l'avance qui vous permet de reconnaître une autre courbe. Voilà, votre abac, vous le mettez sur une courbe. Ah bah tiens, ça c'est une parabole avec tel paramètre. On peut parler de signature aussi, non ? Oui, on peut aussi parler de signature, oui, tout à fait. C'est compréhensible. Oui. Ouais, merci, ça répond bien à la question. Puis la deuxième était peut-être plus simple. J'avais lu quelque part qu'il y avait aussi une polarisation des ondes gravitationnelles, mais vous êtes resté. Enfin, je ne sais pas si. Alors, effectivement, mais je propose qu'éventuellement on en parle après. Non, ça va prendre 10 minutes et ça peut être assez technique la question de polarisation des ondes gravitationnelles. Donc, mais on en rediscutera. Moi, j'avais une question au sujet de l'amortissement d'une onde gravitationnelle. Parce qu'on sait que les ondes de mécanique, on sait comment s'amortissent les ondes mécaniques, mais est-ce qu'on sait comment... est-ce qu'il y a une loi physique ou mathématique qui Oui, alors bon, c'est un point assez académique dans la mesure où les ondes gravitationnelles sont très, 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 très peu amorties dans le monde qui nous entoure, mais en toute rigueur, une onde gravitationnelle qui met en mouvement des corps sur son passage pourrait donner lieu à l'émission elle-même d'ondes, une sorte de diffusion, mais ça marcherait pour ça ne se produirait de manière appréciable que pour des corps dont la taille est de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde gravitationnelle pour une part, et en amplitude, c'est vraiment extrêmement, extrêmement faible. Oui, si je peux me permettre, c'est aussi lié à la distance, c'est pas un amortissement, mais étant donné que, si vous voulez, l'énergie va se répartir sur des distances, plus vous vous éloignez de la source, ça doit diminuer en 1/2. Oui, pardon, j'étais resté sur le mot amortissement, mais c'est probablement à ça que vous faisiez allusion, pardon. Atténuation, on va dire. Je me permets d'intervenir, je ne sais pas ce que c'est qu'un amortissement. D'accord. Ce qu'on appelle un amortissement pour une onde, c'est une onde qui devient de plus en plus faible. Voilà. C'est pas long. Voilà. Oui, non, mais merci de me faire préciser, tout à fait. Et juste en ce qui concerne sa polarisation, est-ce que les équations d'Alembert, par exemple, elles peuvent intervenir L'équation de D'Alembert, Oui.
Oui, enfin, ça n'a pas trop de rapport avec la polarisation a priori, mais ça aussi c'est très technique. On pourra aussi en parler. On fera une classe à côté de polarisation et points très techniques. Non, mais ça sert à rien que je parle des équations d'Alembert pendant 10 minutes maintenant, quoi. C'est une très bonne question, mais plus tard. Merci. Oui, excusez-moi. Dans votre plaquette, donc. C'est pas la nôtre. Ah, d'accord. Bon, la théorie d'Einstein n'est pas compatible avec la physique quantique. Mais compatible, est-ce que c'est au sens où soit l'un, soit l'autre a raison, hein, pour simplifier, ou alors il ne parle pas de la même chose? Il ne parle pas de la même chose, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc c'est pas compatible au sens commun où nous l'entendons. Hein. Non, c'est bien ça. Elle est pas construite pour ça, si vous voulez. C'est une théorie de la gravitation, et puis il y a les théories quantiques, et c'est d'autres espaces. C'est pas des espaces courbes. C'est un petit peu le point que je traitais tout à l'heure. Ceci dit, elles ne peuvent pas être correctes en même temps. Elles ne peuvent pas être absolument correctes en même temps. Oui, elles n'ont pas le même champ. Voilà. Voilà. C'est plutôt je veux dire, c'est la cosmologie, c'est les grandes distances. C'est pas à courte distance, par exemple, on n'a pas traité, on a très peu d'expérience sur la gravitation à très courte distance. C'est une des questions. Et au niveau quantique, on ne sait pas ce que donne la gravitation, que je sache. Parce que je suis très ignorant. Vous savez. Il y a 2 semaines environ, j'écoutais sur France Culture une femme, une physicienne fameuse française dont j'oublie le nom. Bravo. Qui disait de façon très, très certaine que la physique quantique ne saurait être remise en question, enfin, que c'était une espèce d'acquis. Bon, voilà. Mais ce sont 2 mondes différents, voilà, c'est ça. En effet. Elle peut pas être remise en question, ça c'est bien vite dit. Elle marche très bien, d'accord, mais le jour où il faudra faire une théorie unitaire, tout le monde devra donner la pièce. Aussi bien la relativité générale que la physique quantique. Ça sera plus du tout le même monde. Donc, elle sera remise en question comme tout le monde. Je fais un peu de teaser, c'est le thème de la 3e table ronde le 5 décembre. Donc, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que rien n'allait plus vite que la lumière. Mais si on prend une onde électromagnétique, il y a des ondes électromagnétiques qui vont plus vite que la lumière, des ondes. Alors, non. À vous. Non, si vous pouvez préciser ce à quoi vous pensez. Parce que pour moi, la lumière, ça peut être considéré comme un corps aussi. Alors, alors la lumière, elle va à la vitesse de la lumière, on est bien d'accord? Voilà. Ok. Rien ne va plus vite, on est d'accord. Oui. Et c'est vous qui n'avez pas l'air d'accord, en fait. Non, oui, moi je suis pas trop d'accord, ça va. Mais quel contre-exemple vous avez en tête? Je sais pas, on peut faire il me semble qu'il y a eu des expériences où il y a des ondes qui ont été plus vite que la lumière. Non? Alors je vois pas à quoi vous Moi, faites allusion. Tu sais, c'est quand tu as l'effet tunnel. Il y a 10-15 ans ouais. Alors là, le problème est extrêmement complexe, c'est que effectivement, si c'est ce à quoi il y a eu des expériences qui ont pu laisser penser que ce que vous dites est vrai, et en fait, c'est en partie la formulation qui pose problème. Dans ces expériences, on a en gros une sorte de vague qu'on amène sur une barrière. La vague traverse la barrière, et on a l'impression que la vague a mis un temps supérieur inférieur à celui que mettrait la lumière pour traverser le... Vous n'avez rien compris. Ok, c'est normal. Ok, moi j'ai du mal déjà, mais bon. Et une des grosses questions qu'il faut se poser, c'est la forme de la vague. Comment on dit où est la vague? Parce que pour connaître la vitesse de la vague, il faut se dire où elle est au début, où elle est à la fin. Et quand on se pose la question de la position d'une vague, c'est super compliqué. Une vague, c'est un truc étendu. Elle n'est pas là, elle est partout. Donc il y a vraiment des subtilités très fortes sur la manière de localiser ces vagues-là. Et quand on le fait mal, on a l'impression qu'effectivement, des effets quantiques conduisent à des vitesses supraluminiques, plus grandes que la vitesse de la lumière. Oui, pour reprendre ton exemple, la vague, si vous voulez, si vous avez un bouchon dans la vague qui ne bouge pas dans la vague, lui, il n'ira pas plus vite. Donc, ce qui bouge, c'est l'onde, mais ce ne sont pas les particules de l'onde. D'accord. Ce qui bouge, c'est l'onde, mais la lumière... Pas les particules. Voilà, exactement. Voilà, donc... je vois à peu près. Je suis pas sûr que vous parliez de la même chose. Mais ça dépend où on se place. Ça dépend où on se place. Si on dit que la lumière c'est corps et onde, donc. Non, personne n'a dit que la lumière est corps et onde. Hein.
Corps ou onde, ça dépend où on est, voilà. Comme ça, corps et corps onde. ou onde. Corpuscule voilà. Corpuscule ou onde, voilà. Corpusculaire. Oui, Regardez pas tout ça. Corpusculaire ou onde. Non, c'est un peu différent. Le mot corpuscule, il a une définition effectivement très, très claire. Le mot corps, beaucoup moins. Ça évoque plus de la matière et tout ça. Donc, corpuscule, je tique moins. Petite dernière question, pourquoi on dit onde gravitationnelle? Pourquoi on dit gravitationnelle? Vous avez envie de dire quoi? Onde venant d'une force d'un trou noir, mais pourquoi gravitationnelle? Non, c'est pas forcément venant d'un trou noir, ça peut venir de plein de trucs. Encore une fois, là, je fais une onde de ce type-là. Et c'est une onde qui se manifeste par ses effets gravitationnels. Donc le mot, il semble assez naturel. J'ai jamais vu, je crois, d'alternative à ça. Vous en connaissez? Non, on pourrait parler d'onde de l'espace-temps. C'est l'espace qui bouge. Ah ouais, l'onde de l'espace-temps. Ouais, c'est bien ça. Ouais. C'est pas la gravité est la cause, mais c'est l'espace-temps qui bouge. Donc c'est des ondes de l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui flotte, qui vibre. Bonsoir et merci à l'ensemble des intervenants. J'ai deux observations concernant Albert Einstein. La première est d'ordre épistémologique. Là, comme vous avez dit, un peu dans un esprit qu'on peut qualifier d'héraclitéen, que tout passe, tout disparaît, tout sera dépassé, il y a une fin à tout. Et dans cet esprit-là, même la théorie d'Einstein pourrait être un jour, il y a d'une forte probabilité qu'elle serait dépassée. Donc il y a déjà ça, mais j'ai l'impression que du vivant même d'Einstein, disons, sa philosophie, ou du moins sa philosophie plutôt que sa théorie, c'est un petit peu lézardé, notamment quand il a tenté d'unifier toutes les lois de la physique dans un esprit unitaire. Et tout le monde sait que c'était un éléphant blanc, c'était un flop. Il s'est heurté à un mur et ça n'a rien donné par la suite. Bon, ça c'était la première observation. Peut-être je peux déjà répondre à la première question, sinon on va se perdre. Oui, que la théorie de la relativité générale soit mortelle, Einstein l'a dit déjà dès 1914. Et c'est banal. Je veux dire, toutes les théories sont mortelles. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles expériences, etc. En tout cas, elles peuvent être mortelles. C'est pas la vérité. Et en fait, comme la théorie de la relativité générale ne s'intéresse que à la gravitation, nécessairement, le jour où on voudra, et c'est le cas aujourd'hui, faire une théorie globale des interactions gravitationnelles et, disons, nucléaires, on sera obligé de modifier la relativité générale. C'est évident. C'était évident pour Einstein, et ça répond à la deuxième partie de votre question. Einstein, à partir des années 20, s'est en effet intéressé avant tout à une théorie unitaire de l'électromagnétisme et de la gravitation. Et en effet, il a fait des travaux quand même sur lesquels on continue à travailler. C'est des idées qui n'étaient pas idiotes, mais il n'y est pas arrivé. D'accord. Alors la deuxième observation, c'est plus, c'est plus d'ordre du physique que philosophique. C'est quand vous avez parlé bien sûr des pères fondateurs de l'astrophysique relativiste. Vous avez fait un peu, à mon sens, vous avez fait allusion à Big Bang, mais sans trop vous étendre là-dessus. Alors, justement, à ce propos, dans les théories de l'expansion de l'univers qui sont nées avec Hubble, Einstein avait déjà s'acharné à penser que l'univers est statique. Oui, et à ce propos, il a introduit la fameuse constante cosmologique, qui, paraît-il, il a fini par reconnaître son erreur. Oui. Mais il semblerait que les astrophysiciens de nos jours s'en servent encore, mais dans d'autres usages. Vous pouvez nous toucher un petit mot là-dessus? Oui, sur la constante cosmologique, il prétend
il a prétendu que c'était la plus grande erreur de sa vie. Bon, et en effet, vous avez parfaitement raison, vous avez fort bien exprimé les choses. C'est parce qu'il pensait à un monde statique qu'il était obligé, si vous voulez. Alors c'est assez curieux qu'il ait pris un monde statique, hein, on se demande pourquoi. Alors, une chose qui est curieuse en cosmologie, d'abord, c'est que dans ses premiers modèles, dès 1912, il fait des modèles cosmologiques, on prend une matière absolument isotrope et homogène. Hein, et je veux dire, c'est encore le cas aujourd'hui et ça fonctionne. Moi, ça m'a toujours surpris que ça continue à fonctionner. Mais bon, donc c'est sur un modèle de ce genre, mais statique qu'il a posé. Alors pourquoi il a posé ces... bon, il y a une raison évidente, c'est par simplicité mathématique. Les équations de champ, vous en avez vu une petite image tout à l'heure, mais je ne vous ai pas donné les pages de calcul que ça exige. On pouvait résoudre un modèle, si vous voulez, qui était complètement homogène, parce qu'il est partout le même, donc les équations sont assez simples. Ça simplifie beaucoup le problème. Donc il a trouvé sa solution, qu'on appelle solution d'Einstein, et un peu plus tard, De Sitter, qui est un astronome néerlandais, a trouvé une autre solution, et qui a posé beaucoup de problèmes, et qui est une des questions de la relativité générale. C'est une théorie, si vous voulez, une solution, qui est vide et qui est courbée. Et ça, j'ai parlé du principe de Mach tout à l'heure, pour Einstein, c'était insupportable. Il a tout fait pour essayer de détruire la solution de Sitter, mais il n'y est pas arrivé. Hein, et le problème de singularité va avec, etc. C'était très compliqué. N'empêche qu'il existe des solutions de la relativité générale qui sont courbes, mais vides. Et pour Einstein, c'était insupportable, parce que la matière crée, si vous voulez, la structure de l'espace. Et voilà. Bon, donc je pense que j'ai répondu à votre question. Pardon ? Ah, la constante cosmologique, j'oubliais. Alors donc, il a introduit la constante cosmologique. Et alors, ce qui est important pour la constante cosmologique, c'est que mathématiquement, si vous voulez, c'est la seule constante. Vu les hypothèses qu'Einstein a faites, c'est la seule chose qu'on puisse ajouter à sa théorie. Sinon, elle est fermée. Si vous voulez, c'est une théorie qui est vraiment rigide. C'est-à-dire qu'on peut rien y toucher, sinon il faut faire autre chose. Donc, en effet, lui, il s'en est désolidarisé, mais par exemple, Lemaître, et c'est une des raisons de son animosité par rapport à Lemaître, s'en est servi. On a trouvé des solutions avec constante cosmologique, et ça a beaucoup d'importance aujourd'hui. Parce que c'est la seule chose qu'on puisse, si vous voulez, c'est le seul maillon à la chaîne qu'on puisse ajouter. Et c'est lui qui l'a trouvé, comme par hasard. Hein, et donc on s'en sert beaucoup, il n'y a pas de raison de ne pas prendre la constante cosmologique, hein, qui permet d'élargir le champ et qui pose pas mal de problèmes mathématiques complexes, avec des solutions justement. C'est que la relativité générale permet plein de solutions bizarres qu'on travaille, et qui ne sont pas physiques. Hein, alors que la théorie de Newton, on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que c'est une théorie compliquée. Parce qu'à chaque distribution de matière, à chaque hypothèse, vous avez un nouvel univers, d'une certaine manière. Il y a l'univers de Schwarzschild dont je vous ai parlé, il y a l'univers de Robertson, il y a l'univers de De Sitter, il y a l'univers d'Einstein, et il y en a bien d'autres, avec des problèmes qui sont très difficiles, les gens travaillent dessus. Hein. On a plein de contre-exemples à plein de choses. Enfin, c'est une mécanique très complexe. Mais il n'y a aucune raison de se passer de la constante cosmologique. Si je peux me permettre, il ne s'agit pas de s'en passer ou pas comme un truc qu'on prendrait dans le frigo, quoi. C'est qu'il y a une propriété importante d'un univers qui serait effectivement décrit avec une constante cosmologique, c'est que l'expansion de l'univers serait accélérée. Et effectivement, en 98, on a observé qu'on vit aujourd'hui dans un univers dont l'expansion, le fait qu'il devienne de plus en plus grand, est accéléré. Donc ça vient de plus en plus grand, de plus en plus vite. Et ça, on ne peut pas... Aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de le comprendre, c'est effectivement de prendre en compte ou bien cette constante cosmologique ou quelque chose qui s'en rapproche. Mais c'est ça qui l'a remis un petit peu au goût du jour. Et même dans toute la cosmologie des années 80, les gens avaient des bonnes raisons d'invoquer cette constante cosmologique. Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Tu parles du point de vue physique, moi je parlais du point de vue mathématique. Hein, et du point de vue mathématique, il n'y a aucune raison de s'en passer, c'est tout. Bonjour. En fait, je voulais savoir quel est l'ordre de grandeur de la fréquence d'une onde gravitationnelle. Enfin, celle qu'on a découverte, en fait. Alors, elles sont... Ça doit être la dizaine ou centaine de hertz. Hein. Centaine de hertz, quelque chose comme ça, parce qu'on peut passer le son, en fait. Je peux vous le faire, ça fait... Là, vous avez entendu une onde gravitationnelle passer, là. Donc, c'est l'audible. On va prendre deux dernières questions. Mais après, des ordres gravitationnels, il y en a de toutes les fréquences possibles. Voilà.
Bonsoir. J'ai une question un peu pragmatique. En fait, je me demandais exactement au niveau technologique, qu'est-ce qui s'est passé entre Weber et nous. Et exactement comment, avec des machines, bien sûr, on est arrivé à pouvoir détecter les ondes vraiment au niveau des machines de technologie. Et les contraires aussi. Donc, est-ce que vous pouvez me faire quelques exemples de comment dire, innovation technologique qui s'est arrivée par rapport à la recherche de la théorie de la relativité? Oui, c'est une excellente question, effectivement. On oublie souvent ce pan technologique à la question, mais il est énorme, effectivement. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je peux immédiatement comme ça, je peux vous donner au moins deux choses qui ont évolué depuis Weber. Un, l'informatique. Même si Weber lui-même utilisait des ordinateurs, mais les ordinateurs des années 60 ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et ce qui va avec, c'est le traitement du signal. Il y a aussi, alors ça touche les mathématiques, ça touche la physique aussi, mais on sait aujourd'hui, on a des moyens aujourd'hui extrêmement puissants d'aller piocher dans du bruit quelque chose qui nous informe, qui contient de l'information, ce qu'on appelle le signal. Le gros problème des manipulations, des expériences genre Virgo et LIGO, c'est pas de détecter un petit 8, c'est qu'on entend 8 dans un bruit monstrueux, avec des camions qui passent, avec des tremblements de terre, les gens qui marchent. Voilà, c'est d'arriver à prendre le signal et l'extraire du bruit. Donc ça, avec les ordinateurs et des méthodes mathématiques de traitement du signal modernes, ce sont deux choses qui ont rendu possible ça. Il y a aussi les communications du coup entre deux expériences à distance. Pour ces miroirs dont je vous ai parlé, là, ils sont tenus par des systèmes anti-vibration aussi, parce qu'il ne faut pas que les miroirs vibrent. Là aussi, il y a tout un tas de technologies des matériaux. On connaît mieux les matériaux, la manière dont ils vibrent, leur rigidité, tout ça. C'est monstrueux, effectivement, la technologie qu'il y a derrière. Ouais. L'autre dernière question. Ah, je fais la dernière question. Alors, moi je me demande, qu'est-ce que vous pensez de la théorie de l'origine anthropique de la gravité? Je crois que c'est un physicien néerlandais qui l'a sorti avec quelques autres. Alors non, pas, c'est une autre question. Non, ça vous gêne? Non, non, c'est pas que ça. C'est que, moi j'ai rien d'intéressant à en dire. J'y connais rien, et je pense qu'on sort largement du cadre. Mais après, non, peut-être que vous avez. On peut aussi en parler, mais je pense que c'est pas une bonne manière de terminer le truc. Il y avait un monsieur que j'ai censuré pour une dernière question, c'était vous. Et je suis désolée, ça sera vraiment là, ça sera la dernière, monsieur. Je retourne. On ne peut pas faire parler tout le monde, vous êtes trop bavard. Alors, moi, c'était par rapport à la notion de temps. Vous parliez d'une distance qui se transforme en temps. Et quelle est la valeur du temps, du coup, si... elle est relative. Oui, le temps est relatif. À chacun. À chacun. Votre montre vous donne votre temps. Du coup, toutes les expériences doivent être sur le même temps. Il faut raccorder tout ça. Et justement, la théorie de la relativité restreinte le fait d'une part, et la théorie de la gravitation aussi, c'est raccorder tous ces temps. Hein. En fait, ce qui compte, c'est le temps propre et les événements. Un événement, ça c'est un événement, un choc. Hein. Et donc, toutes ces trajectoires, celles de la table et de mon doigt, et les temps de la table et de mon doigt, il faut se débrouiller pour les raccorder. Et ça s'appelle un atlas, et c'est tout un boulot à construire. Et c'est pour ça que je vous avais fait une figure à laquelle vous n'avez rien compris. Moi non plus d'ailleurs. Alors il me reste, je monte, à remercier... Non, vous vouliez dire un dernier? Non. Donc il me reste à remercier très chaleureusement nos trois intervenants de ce soir. Donc Laurent Sacco, modérateur, Richard Taillé et Jean Eisenstedt. Alors... Juste deux, trois neurones pour moi. 1, venez à la bibliothèque voir la sélection de livres de nos collègues. 2, vous retrouverez ça sur le site, puisque toutes les captations, toute la soirée a été captée, donc il y a une vidéo qui aura été faite. Merci à nos techniciens.
Donc vous les aurez sur aussi YouTube, Dailymotion, comme ça permettra de repasser certains passages au besoin. Je vous invite à revenir le 7 novembre, donc pour la suite du cycle. La deuxième table ronde est sur l'énergie noire et le 5 décembre, ce sera sur la fameuse théorie unitaire dont on parlait tout à l'heure. Donc encore merci à vous trois et très bonne soirée à vous. Merci à vous.